Merci, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Hervé Morin, qui était annoncé sur le programme, mais qui, je comprends, a dû se décommander pour des raisons de déontologie pendant la campagne électorale, et qui donc, Jean-Guillaume m'a demandé d'intervenir au pied levé, donc je vais demander votre indulgence, que je n'ai eu que quelques heures pour préparer un petit propos. Peut-être juste un mot de présentation, notamment pour nos amis d'outre-Atlantique. Donc moi, je suis Geoffroy Roux de Bézieux, j'ai été entrepreneur, je le suis toujours, et j'ai présidé aux destinées du MEDEF pendant quelques années, le MEDEF étant l'organisation des entreprises en France qui sert un peu de porte-parole au monde économique. Alors Jean-Guillaume m'a demandé d'intervenir donc au pied levé sur le thème démocratie et entreprise. Alors comme j'avais pas beaucoup de temps pour préparer, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été regarder sur Google et sur ChatGPT qu'est-ce qu'on disait sur ce sujet. 95% des réponses portent au fond sur la gouvernance à l'intérieur des entreprises. Le sujet de ce qu'on appelle la démocratie actionnariale, la place des syndicats, etc., etc., etc. Alors c'est un sujet que je connais bien, sur lequel je suis beaucoup intervenu au MEDEF, mais je ne suis pas sûr que dans le cadre tocquevillien qui est le nôtre, ça soit tout à fait la question qui est posée. Et donc je l'ai pris un peu différemment. C'est effectivement la question qui me semble posée, c'est de savoir si le couple, c'est-à-dire l'association intime entre le capitalisme, l'économie de marché et la liberté démocratique qui a prévalu, en tout cas en Occident, depuis à peu près 200 ans, est une parenthèse de l'histoire ou au contraire un système et un modèle d'avenir. Alors pour introduire le sujet, je voudrais vous parler d'un très vieux livre, puisqu'il a été écrit l'année de ma naissance, par un auteur qui a assez mauvaise réputation en France et en Europe, mais qui est bien connu de nos amis américains, qui est Milton Friedman. Alors la dernière fois que j'ai parlé de Milton Friedman dans une scène publique, c'était dans un débat face à M. Piketty. Et alors ça l'a fait sortir de ses gonds, pour tout vous dire, parce qu'il m'a quasiment traité de nazi, de supporter de Pinochet, etc. Alors c'est vrai que Friedman a pu conseiller certains gouvernements autoritaires, mais enfin là on est en 1962. Et il a écrit ce livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant, qui s'appelle en français Capitalisme et liberté, en anglais Capitalism and Freedom. Et au tout début du livre, quasiment dans le chapitre 1, Friedman écrit cette phrase, alors je la cite en français, je suis désolé, on m'a dit d'intervenir en français. « L'histoire suggère que le capitalisme est une condition nécessaire à la liberté politique, mais il ajoute quelques phrases plus loin, clairement ce n'est pas une condition suffisante. » Et au fond, c'est toute la question qui nous est posée quand on voit la montée en puissance de certains régimes qui combinent liberté économique ou partiellement liberté économique, mais évidemment pas du tout la liberté politique. La thèse de Friedman est assez simple. Finalement, la fin des monarchies et des régimes autoritaires du XVIIIe siècle est venue parce que l'élite bourgeoise, l'élite économique, a d'abord demandé la liberté économique, pouvoir commercer librement, et ayant pris goût à cette liberté économique, a voulu aller vers la liberté politique. Alors, effectivement, si on regarde l'histoire de ces 200 dernières années, on a l'impression, en Occident en tout cas, que ce sont des systèmes, capitalisme et démocratie, qui cohabitent très souvent et qui ont en réalité des points communs. Si je fais très simple, très schématique, pour ne pas prendre trop de temps, le capitalisme, ça repose sur 4 piliers: la propriété privée, le marché libre, donc la concurrence et la détermination des prix par les forces de l'offre et de la demande, la capacité à innover et à faire de la croissance économique, et le 4e pilier, qui est peut-être celui qui n'est pas toujours compatible avec les démocraties, j'y reviendrai, qui est la maximisation des profits. Côté démocratie, là, je parle à des experts, 4 piliers simples: le suffrage universel, le respect des libertés civiles, donc la liberté d'expression, de réunion, la liberté de presse, etc., l'état de droit, donc les lois appliquées de manière égale à tous, et la séparation des pouvoirs. Donc finalement, la question, c'est est-ce que ce sont bien des frères siamois de la liberté, capitalisme et démocratie ?
Alors, effectivement, hein, on peut se dire que beaucoup de points sont communs et que cette indépendance fait du sens. D'abord, c'est peut-être sous-estimé, le régime démocratique, c'est un régime qui est stable et prévisible. Or, la confiance, c'est le moteur de l'économie de marché. Quand on a confiance, on investit dans l'avenir. Tous les acteurs économiques le font, à la fois d'ailleurs les consommateurs et les producteurs. Et donc la démocratie fournit un cadre stable, prévisible, avec des alternances démocratiques, mais qui permet de se projeter dans l'avenir. Et on peut se dire aussi que la démocratie fournit un cadre qui permet de faire de la prospérité, de la partager, qu'elle renforce elle-même la démocratie. Bien sûr, il y a le respect des libertés et des droits, et notamment le droit de propriété, hein, qui permet qu'il n'y a pas de nationalisation. Alors, je devrais faire attention à ce que je dis, mais enfin, il n'y a pas de nationalisation, en tout cas sans compensation, on va dire ça comme ça, qu'en général, dans les régimes démocratiques, historiquement, la propriété privée est respectée. Et puis, peut-être aussi un point moins connu, le régime démocratique est un régime de responsabilité où il y a une autorégulation par les alternances, c'est-à-dire que les excès du capitalisme peuvent être régulés. On pose, je ne sais pas où est Laure Mandeville, on pose des limites. On pose des limites par la règle, on pose des limites par la fiscalité, on pose des limites par le droit du travail, alors quelquefois de manière trop forte, mais les monopoles, les abus de pouvoir des entreprises sont limités. Alors on pourrait me dire, oui, mais le financement des campagnes électorales par les entreprises des États-Unis est un abus de pouvoir, donc il y a effectivement quelques zones grises, mais dans l'ensemble, le système fonctionne, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dure depuis si longtemps. Et donc, il y a quelques dizaines d'années, l'ensemble du monde économique, des acteurs, des patrons, des entrepreneurs, pensaient que les deux systèmes étaient inséparables. Alors certes, avec beaucoup de variables, variantes, parce que le capitalisme, ce n'est pas un bloc, hein. Le capitalisme rhénan, le capitalisme latino-américain, le capitalisme européen, mais avec des niveaux différents d'intervention de l'État, de fiscalité, mais tout ça paraissait lié. Et puis, il y a plusieurs phénomènes qui ont remis en cause cette conviction très fortement. D'abord, évidemment, le tournant pris par la Chine. Quand Bill Clinton, en 1990, fait rentrer la Chine dans l'OMC, il et d'ailleurs l'ensemble des élites économiques ont la conviction que par ce que Montesquieu appelait le doux commerce, on allait lentement amener la Chine au modèle démocratique occidental. Et objectivement, aujourd'hui, ça peut paraître une conviction d'une naïveté absolue, mais si vous vous remettez dans l'époque, c'était une pensée assez logique. Alors la suite de l'histoire, vous le connaissez tous, donc tournant très autoritaire, qui fait qu'aujourd'hui, on a un exemple presque pur et parfait d'un pays où il y a une forme d'économie de marché, avec un certain respect de la propriété privée, certaines formes de concurrence, une certaine forme de maximisation des profits, mais évidemment une absence quasi totale de liberté. Et la Chine n'est pas le seul pays qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de systèmes et de pays où on voit apparaître la cohabitation du capitalisme, de l'économie de marché, de l'entreprise et de l'absence de liberté démocratique. On peut parler de la Turquie, on peut parler du Vietnam. Enfin, c'est plutôt le système qui a le vent en poupe, en réalité, par rapport à l'ancien système que nous connaissons. Deuxième phénomène qui remet ça en cause, la montée, alors là, à l'intérieur des régimes démocratiques, des partis, j'ai bien aimé l'expression qu'a employée tout à l'heure Laure Mandeville, de partis populaires plutôt que populistes, qui remettent aussi en question, alors là, à l'intérieur, et qui mettent certaines limites au modèle de l'économie de marché, alors des revendications de nature identitaire, qui veulent mettre des limites au libre-échange. Or, le libre-échange fait partie intrinsèquement de la liberté que réclament les entreprises, par des revendications de nature égalitaire, en mettant des limites à la maximisation du profit, ou en tout cas au système de redistribution, et plus largement des partis qui demandent, et des électeurs et des citoyens qui demandent une intervention très forte de l'État, et de plus en plus forte. Donc ça, c'est une deuxième remise en cause. Il y en a une troisième qui est peut-être moins connue, c'est au fond le fait que
avec la taille qu'elles ont atteinte, certaines multinationales ont pris peu ou prou le rôle des États et ont acquis beaucoup plus de pouvoir, ou en tout cas un pouvoir équivalent à celui des États. Il y a un exemple évidemment très, très simple, c'est Elon Musk, qui aujourd'hui est capable d'envoyer des fusées peut-être un jour sur Mars. Dans les années 60, c'était la NASA qui faisait ça, c'est-à-dire que c'était presque un pouvoir régalien d'aller sortir de notre planète pour aller sur la Lune, ou à l'époque, ou Mars demain. De la même façon, ce qu'a fait Elon Musk en fournissant des moyens de communication aux Ukrainiens, bien sûr que je ne condamne pas, c'est aussi du domaine régalien, c'est aussi du domaine de l'État. Le fait que ça soit un entrepreneur privé qui le fasse pose des questions sur le rôle réciproque des entreprises d'un côté et des États de l'autre. Alors tout ça pour essayer de répondre à la question, donc est-ce que c'est un modèle d'avenir ou pas, et est-ce que démocratie et entreprise, démocratie et capitalisme sont intimement liés. Donc je vous dirais trois choses un peu différentes. La première, et qui est quelque chose qui est une vraie conviction que j'ai acquis dans les dernières années, c'est que nous sommes dans une espèce de combat de système. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux systèmes qui s'affrontent. Il y a le système occidental qui combine liberté économique et liberté démocratique, et puis un autre système, alors on peut l'appeler, selon l'expression journalistique, celui du Sud global, qui a une vision différente. Et quand je dis c'est un combat de système, j'ai gardé, après le MEDEF, la présidence des patronats francophones, et donc je réunis régulièrement mes homologues, et évidemment là-dedans beaucoup d'homologues africains. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que, je vais employer l'expression en anglais, le pushback qu'ont les entrepreneurs africains par rapport à un certain nombre de valeurs et de contraintes qu'on veut leur imposer. C'est-à-dire qu'on a un modèle, nous, qui est global. On dit, ben voilà, il y a la liberté, mais aussi il faut intégrer les minorités, il faut avoir égalité homme-femme, il faut avoir, etc., etc. Enfin, tout ce que, finalement, on a comme contraintes, mais contraintes librement choisies, pour développer nos entreprises. Et on a en face de nous des gens qui nous disent, ben, nous, on ne veut pas faire les affaires comme ça, on veut faire comme on veut, et vous n'avez pas à nous imposer, sous une forme néocoloniale, votre propre système de pensée et de valeurs. C'est très frappant dans le business, c'est aussi frappant, c'est un sujet qui n'est pas le mien, mais quand on voit les archevêques africains repousser un certain nombre de directives qui viennent du Vatican, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'au fond, il y a un système de valeurs occidental qui va avec un système de valeurs d'entreprise, mais ce n'est pas le seul modèle. Et d'ailleurs, je suis aussi frappé de voir l'activisme énorme des entreprises chinoises en Afrique, qui investissent beaucoup, comme vous le savez, qui prennent la place de nos entreprises, en tout cas européennes, mais avec un argument politique, c'est-à-dire regarder comme notre système de politique fait de la croissance. Nous, on fait 6% de croissance, l'Occident fait 2%. Donc la démocratie ne fonctionne plus pour l'économie. Donc ne croyez pas que la démocratie et la libre entreprise sont intimement liées. Donc il y a vraiment un combat de valeurs, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, c'est la capacité de l'Occident à générer de la prospérité, de l'innovation, de la richesse, qui sera le démonstrateur de savoir quel système est le plus vertueux. La deuxième chose, ça a été d'ailleurs un peu évoqué par l'intervention précédente, autour des limites, c'est que quand même, alors je ne suis pas un grand, Thuré Ferrer et fanat de la théorie de la sécession des élites, mais je pense qu'on a raté quelque chose. Les élites globales, mais les élites économiques ont raté quelque chose quand on voit la montée du vote populaire. Juste un exemple que vous connaissez tous, en France, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, le Rassemblement national est arrivé en tête dans 93% des communes en France, et il fait 8% à Paris. Et qu'est-ce qu'on a raté ? Je pense que l'économie occidentale est totalement métropolisée.
Je vous donne un autre chiffre qui est assez frappant. La France a créé 2 millions d'emplois dans les 7 dernières années. Je ne suis pas là pour faire de la propagande électorale, bien sûr. Mais sur ces 2 millions d'emplois, 80% ont été créés dans 13 métropoles. Donc ça ruisselle, pour reprendre une expression politique bien connue, mais ça ne ruisselle pas partout. Et là, je n'ai pas de solution magique, loin de là. Les yaka faucons qu'on observe à droite ou à gauche ne sont vraiment pas la réponse, mais je pense qu'on a, enfin on a, quand je dis on a, c'est moi d'ailleurs en premier lieu, mais les entrepreneurs, le monde entrepreneurial, le monde économique a des questions à se poser, parce que sinon cette sécession existe. Tout à l'heure j'interviendrai dans le panel sur l'intelligence artificielle. Alors moi je suis très loin d'être un spécialiste, en tout cas beaucoup moins que les deux personnes qui sont à côté de moi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la fracture technologique et numérique, elle existe chez les citoyens, mais elle existe aussi chez les patrons. C'est-à-dire que plus le monde devient technologique, plus on est dans l'économie de la connaissance, l'économie de l'innovation, plus l'écart se creuse entre les entreprises qui réussissent, qui sont internationales, qui ont accès à la technologie, et celles qui ne l'ont pas. L'intelligence artificielle, c'est un très bon exemple. C'est adopté à toute vitesse par une petite minorité d'entreprises qui fait des gains de productivité énormes, mais la masse des PME, le MEDEF, c'est 200 000 entreprises, donc c'est vraiment le terreau entrepreneurial du pays, n'est pas en train d'entrer dedans. Et du coup, l'écart se creuse exactement de la même manière. Mais je terminerai quand même sur une note positive. J'ai noté que nous n'étions pas dans la... Je ne sais plus quelle expression a été employée, enfin dans le misérabilisme et la dépression. Je reste convaincu que la liberté est un moteur pour l'entreprise et un moteur de prospérité. Pourquoi ? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer de la richesse, de la valeur, et ensuite à la partager ? C'est l'innovation. C'est la capacité à créer des choses différentes et à faire progresser la création de richesse. Or, quand vous regardez les 30 ou 40 dernières années, quand vous regardez toutes les innovations qui ont essaimé dans le monde et qui ont permis le développement d'entreprises formidables, aucune n'a été créée sous une dictature. Spotify, Google, ChatGPT, enfin, toutes ces innovations qui sont en train, enfin, qui ont déjà pour certaines et qui sont en train d'innerver le monde économique et qui ont créé des emplois, des dizaines de millions d'emplois et de la richesse, aucune, je répète, aucune n'a créé sous les dictatures. Il y a des formidables entreprises chinoises, mais elles ont toutes copié. C'est l'économie du rattrapage, mais aucune n'a innové. Pourquoi ? Alors là, on rentre dans les ressorts psychologiques et presque philosophiques de l'individu, parce que le fait d'avoir la liberté politique, le fait d'avoir la démocratie, le fait de savoir que le matin, quand on sonne chez vous à 6h30, c'est peut-être le laitier, comme on disait, mais ce n'est pas la police qui débarque, permet à un individu de déployer toutes ses qualités, permet l'innovation, permet la créativité, permet l'échec aussi, puisque l'entrepreneuriat, l'échec en fait partie. Et donc je reste d'abord un fondamental optimiste, sinon je ne ferais pas le métier d'entrepreneur, mais je reste aussi convaincu que la liberté fait partie de l'entreprise et que donc entreprise et démocratie sont deux frères siamois pour très longtemps. Merci beaucoup.